École et handicap, ce que les parents doivent vraiment savoir. Aujourd'hui, je prends la parole sur un sujet dont on parle encore trop peu, le handicap à l'école. Et tout part de la maternelle. Quand on a un enfant en situation de handicap, l'école peut devenir une source d'inquiétude. Ce n'est pas seulement une rentrée avec un cartable et un sourire, c'est souvent une source d'angoisse, de questions, d'incertitude. Et quand on voit le numéro de l'école s'afficher quand on est au travail, on transpire. Qui décide? Quels sont les droits? Peut-on refuser un aménagement? Aujourd'hui, je vous explique, grâce à mon vécu personnel, concrètement comment fonctionne la scolarisation des enfants en situation de handicap en France. Personnellement, avant même le premier jour, je savais déjà que ce serait un parcours semé d'obstacles. L'école est censée être un lieu d'inclusion, un espace où chaque enfant a sa place. Pourtant, pour beaucoup de familles comme la mienne, le chemin est long, complexe et parfois émotionnellement épuisant. Je suis maman de 2 garçons en situation de handicap et aujourd'hui j'ai envie de vous partager notre réalité, ma réalité, notre parcours, nos difficultés, mais aussi notre petite victoire. Dans cette vidéo, je parle de la scolarisation d'un enfant en situation de handicap, les AESH, des adaptations possibles ou de leur absence, de ce que signifie vraiment l'école inclusive. Et également on parlera du regard des autres. Depuis la loi du 11 février 2005, tout enfant en situation de handicap a le droit d'être scolarisé en milieu ordinaire. Pour la faire simple, pour moi, l'école, c'est beaucoup de rendez-vous médicaux, beaucoup de rendez-vous téléphoniques en présentiel, des dossiers à tenir à jour, des réunions où on doit s'expliquer, se justifier, faire les demandes nécessaires, se répéter. En gros, faire en sorte que notre enfant puisse avoir sa place dans l'école. L'inclusion. Allez, petit rappel de la définition de l'inclusion, parce qu'apparemment, certains établissements scolaires l'ont oublié. L'inclusion scolaire signifie que l'école ordinaire accueille tous les élèves. Je vais les répéter encore une fois. J'ai dit tous les élèves, y compris ceux en situation de handicap, en adaptant son fonctionnement à leurs besoins spécifiques. Ça passe par des aménagements pédagogiques, accompagnement humain, matériel adapté, etc. Ce n'est pas à l'enfant de s'adapter au système, mais au système de s'adapter à l'enfant. En tant que parent, on se retrouve à devoir défendre les besoins de notre enfant, expliquer son fonctionnement, s'assurer que les notifications MDPH soient respectées. La scolarisation adaptée, pour rappel, passe par la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Elle évalue les besoins de l'enfant, attribue les aides, notifie les décisions officielles. C'est la CDAPH, commission au sein de la MDPH, qui prend les décisions. Lorsque la MDPH reconnaît un besoin, elle met en place un projet personnalisé de scolarisation, PPS. Le PPS qui définit les aménagements pédagogiques, le temps de scolarisation, les aides humaines, AESH, le matériel adapté, les orientations éventuelles, ULIS, établissements spécialisés. Il s'impose à l'établissement scolaire. L'AESH, aide humaine en classe, c'est l'accompagnement d'élèves en situation de handicap. Elle peut être individuelle ou mutualisée. L'AESH aide l'enfant à suivre les activités, facilite l'autonomie, soutient la communication. L'équipe éducative, qu'est-ce que c'est? Une réunion réalisée par l'école lorsqu'un élève rencontre des difficultés scolaires, comportementales, sociales, médicales. Elle peut être mise en place avant toute saisine de la MDPH. Qui y participe? En général, il y a le directeur ou la directrice de l'école, l'enseignant, les parents, le psychologue scolaire, éventuellement le médecin scolaire ou d'autres professionnels. Son objectif? Analyser les difficultés de l'enfant, mettre en place des aménagements pédagogiques internes, décider si une saisine de la MDPH est nécessaire. Elle ne décide pas d'attribution d'AESH ni d'orientation spécialisée, elle ne remplace pas la MDPH. Point important, l'équipe éducative est une instance interne à l'école. Elle ne peut pas modifier une décision MDPH déjà notifiée. L'équipe de suivi de scolarisation, l'ESS, qu'est-ce que c'est? L'ESS intervient uniquement lorsqu'un élève bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation, le PPS. Elle est prévue par le Code de l'éducation. Qui y participe?
les parents, l'enseignant de la classe, l'AESH, les professionnels de soins si nécessaire, le chef d'établissement ou directeur, l'enseignant référent. C'est d'ailleurs lui qui anime la réunion et qui est désigné par l'éducation nationale. Son rôle, vérifie que le PPS est appliqué, ajuste les aménagements si besoin, rédige un compte-rendu transmis à la MDPH et peut proposer des évolutions, temps scolaire, matériel, orientation, etc. Attention, elle ne décide pas, elle formule des propositions à la MDPH. En résumé simple, l'équipe éducative constate une ou des difficultés et l'ESS suit un dispositif officiel déjà mis en place. J'étais et je suis encore comme vous, je pense, confrontée à des moments de difficulté, doute, de stress, de colère parfois et d'impuissance. Et malheureusement, c'est fréquent. Et puis, il y a aussi des petites victoires, comme des adultes à l'écoute, très investis, voire passionnés pour mon enfant. Perso, moi j'ai eu une AESH pour Lucas de la petite section à la grande section, une perle rare. Elle était avec lui toute la semaine, même pour la cantine. Elle a clairement participé à son développement, à son enrichissement, à son bien-être. Limite, elle a été là comme une grande sœur, à le protéger, le rassurer, voire même lui donner de l'affection. Elle était si douce et très à l'écoute. Elle participait aux réunions au ESS à l'école et elle venait avec son petit carnet. Elle avait préparé des notes, des mots qui ont été essentiels pour la rédaction du Gévasco. Et oui, c'est la personne qui connaissait le mieux mon enfant sur le temps scolaire. Sans elle, sa scolarité n'aurait pas été pareille et on est reconnaissant avec mon mari de l'avoir eu dans notre vie et surtout celle de Lucas. Si elle regarde un jour cette vidéo, je voudrais la remercier, même si je suis encore en contact, mais que je serai toujours reconnaissante envers elle. Elle me manque. Là où je veux en venir, on ne parle pas assez des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. On les appelle encore les AVS. Les AESH jouent un rôle clé dans la scolarité de nos enfants. Sans elles, beaucoup d'enfants ne pourraient pas avoir une scolarité réussie. Je dis elles parce que la plupart du temps, pour ce poste, ce sont des femmes. Mais bien évidemment, des hommes sont tout à fait aptes à faire ce métier. Après tout, c'est juste une question d'envie, de passion, quelqu'un qui a de l'empathie et qui est à l'écoute et qui a une forte capacité d'adaptation. En vrai, elle porte quelque part une charge émotionnelle, souvent dans l'ombre. Et pourtant, ce métier est peu reconnu, peu valorisé et surtout très mal rémunéré. Moi, j'arrive pas à comprendre comment accepter que des personnes avec autant de responsabilités, autant d'impact sur la vie de nos enfants, soient encore aujourd'hui si peu considérées. Aujourd'hui, j'avais envie de dire merci. Merci aux AESH qui font bien plus que leur travail. Merci à celles et ceux qui tiennent, malgré les conditions, par amour du métier et des enfants. Il est temps que ce rôle soit reconnu à sa juste valeur. Il est temps que ces professionnels soient respectés, écoutés et correctement rémunérés, s'il vous plaît. On est en 2026 et j'ai décidé de prendre la parole, je me lâche. Je vais évoquer des exemples concrets d'adaptations possibles à l'école. Ces adaptations peuvent être mises en place dans le cadre du PPS, décidé par la Maison départementale des personnes handicapées. Si votre enfant bénéficie d'une reconnaissance de son handicap par la MDPH, différents aménagements peuvent être prévus dans son projet personnalisé de scolarisation. Par exemple, par la simplification des consignes, consignes courtes et reformulées, une consigne à la fois, support visuel en complément. Il y a aussi des supports adaptés, tels qu'une police agrandie, des textes aérés, utilisation de pictogrammes, mise en couleur des éléments importants, par l'évaluation aménagée. Il y a aussi du temps supplémentaire, moins d'exercices, mais même compétences évaluées, des dictées à trous, orales à la place de l'écrit. Ça peut être aussi l'adaptation du temps scolaire, l'emploi du temps allégé et justifié médicalement, temps de pause supplémentaire, fractionnement des apprentissages, l'emplacement dans la classe ou encore l'arrivée ou sortie décalée. Il y a aussi le matériel spécifique, ordinateur avec logiciel adapté, clavier spécifique, casque anti-bruit, table inclinée, outils de communication alternative. Il y a aussi des adaptations comportementales, un coin calme dans la classe, l'emploi du temps visuel, le planning anticipé des changements,
les réductions des stimuli, le bruit, la lumière. Toute modification importante du temps scolaire doit être prévue dans le PPS. Ah, et quand je parle de fatigue, je parle de celle de l'enfant, pas de celle des AESH. Qu'on soit bien d'accord. Désolée, mais je dois remettre les points sur les i. L'allègement du temps scolaire ne doit jamais être décidé en fonction de la fatigue des accompagnants ou de l'organisation de l'établissement. Il doit uniquement répondre aux besoins et à l'intérêt de l'enfant. Je le précise car dans le cas de Lucas, on m'a demandé de réduire son temps d'école pour ne pas surcharger le travail des AESH. Mais ce n'est pas à l'enfant d'ajuster sa scolarité pour compenser un manque de moyens ou des difficultés d'organisation. Donc attention, ne vous laissez pas faire. Ce qu'il faut retenir, une adaptation n'est pas un avantage, c'est une compensation destinée à permettre à l'enfant d'accéder aux apprentissages dans des conditions équitables. Chaque adaptation doit être adaptée aux besoins réels, proportionnée, réévaluée régulièrement en ESS. Quand on parle d'école inclusive, on parle d'adaptation possible. Oui, parce que un truc que vous devez savoir, c'est pas parce qu'on a une notification MDPH que nos droits seront appliqués. Et oui, sur le terrain, les adaptations sont souvent insuffisantes, incomplètes ou inexistantes. Bref, pour finir, on va parler du regard des autres. Quand un enfant est différent, tôt ou tard, on le remarque. Les regards, nos enfants le ressentent parfois et nous aussi, en tant que parents, parfois, ce regard pèse lourd. Et puis un jour, on finit par l'accepter. Enfin, je vous le souhaite. Moi, personnellement, ça me fait plus rien. Parfois, dans les magasins ou autres, je sens le regard sur nous et je les regarde avec mes yeux tel un chat. Ça m'est déjà arrivé de répondre à quelqu'un dehors, je lui dis, bah, il est autiste. Et hop, limite, c'est les gens après qui sont mal à l'aise. Passer au-dessus de tout ça, du regard des autres, on en a assez à faire, rien qu'avec notre charge mentale. Pour conclure, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une assistante sociale, une association ou d'autres parents qui vivent la même chose que vous. Par exemple, moi, je me suis mise sur les groupes, sur les réseaux sociaux. Les groupes permettent d'échanger avec des parents vivant des situations similaires, de se sentir compris sans devoir tout expliquer, de normaliser certaines difficultés du quotidien. Je terminerai cette vidéo en disant que l'école peut être un combat, je vous l'accorde, mais nos enfants ont leur place, alors on lâche rien. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé ou beaucoup aidé. J'espère aussi. Allez, à très vite parce qu'il y en aura d'autres des vidéos, évidemment. Ciao.